parti avec Thioro qui nous amène une revue de presse internationale. Thioro, tu nous parles de quoi ce soir? Nous allons commencer par la Malaisie. Vous savez tous, depuis... Un avion qui a disparu. Voilà, vous savez, depuis 16 jours déjà, beaucoup de gens sont inquiets parce qu'ils ont vu leurs parents qui sont dans l'avion, qui ne sont pas où est-ce qu'ils sont. Donc l'information est officielle ce matin. L'avion de la Malaisie s'est écrasé dans l'océan Indien. Donc c'est le Metro News qui nous informe qu'il y a eu une conférence de presse ce lundi même. Le Premier ministre malaisien, Najib Razak, a annoncé que son gouvernement considère désormais que le vol H370 il considère qu'il s'est craché voilà, ou bien s'il s'est vraiment craché dans l'océan Indien. Donc on peut dire que la conférence n'était pas tellement claire parce qu'il dit qu'il n'y a aucun survivant. Une heure avant cette conférence de presse, les familles des victimes avaient été prévenues via un texto et envoyé par la compagnie aérienne. Donc je vous lis le texto. La Malaysia Airlines a le profond regret de vous annoncer qu'il faut considérer selon toute vraisemblance que le vol MH370 a été perdu et qu'aucun de ses occupants n'a survécu. Donc voilà, on ne parle pas de mort de chat, on ne parle pas de mort de mouton, c'est quand même des vies. Et il ne faut pas négliger ça parce que voilà, moi j'ai vu un cas, c'était un homme et sa nièce. Et sa nièce avait refusé de quitter l'aéroport tant que son oncle n'était pas là. Donc il a finalement amené toute sa famille là-bas à l'aéroport, attendre et exiger qu'il y ait justice. Parce qu'en fait, il y a une partie de la famille qui a accusé quand même le vol et qui a quand même supposé une manipulation, quelque chose qui est derrière. Parce qu'on ne dit pas tout quand même. Parce que c'est bizarre qu'il y ait un vol, personne n'est survécu, on ne voit rien du tout qui est... Mais je pense que les gens oublient aussi que la Terre est vaste, la mer, c'est 2/3 de la planète et que parfois, à perdre un avion, je pense que c'est quelque chose d'assez facile. Je sais pas. Pas écarter la piste extraterrestre. C'est une piste peu probable, ça c'est pas probable. Les humains semblent maîtriser la Terre, mais nous ne maîtrisons pas totalement la Terre. La Terre nous maîtrise. C'est des choses, c'est vrai qu'on est à un stade de développement, nous avons les satellites, nous avons tout ce qui nous permet aujourd'hui de dire que nous avons le monde entre nos mains, que nous détenons le monde. Mais on oublie que nous n'avons pas toute la latitude de dire que nous maîtrisons les choses. Nous ne sommes que des humains. Il faut qu'on ait cela en tête. Et il y a un commentaire que j'ai relégué à propos de ce cas, un commentaire assez drôle, à prendre bien sûr au second degré. Pour une fois, il dit, pour une fois, ce sont les poissons qui vont manger des sushis. Donc c'est vraiment assez méchant. Ça, c'est de l'humour noir, ça. C'est de l'humour noir, quoi. C'est vrai que, voilà. Super noir. Noir. Plein d'auteurs de cette blague. Si je peux faire un petit commentaire, je trouve que cet accident est une profonde tragédie. On ne peut que compatir au chagrin des familles. Et étant croyant, on remet ça sur le compte de la volonté divine. Parce que, et je pense que c'est une réflexion sur l'impermanence des choses et sur la fragilité de la vie humaine. Et ça fait penser à l'absurdité de la vie de Camus. Dire au revoir à un membre de sa famille, espérer le retrouver le lendemain et qu'on vous annonce que vous ne le reverrez plus jamais, c'est quelque chose de profondément triste. Et pour nous, en tant que Sénégalais et en tant qu'Africains, la réflexion que ça m'inspire, c'est que c'est un accident qui permet de mesurer avec beaucoup de force l'ampleur du drame du Joola. Parce que c'est l'équivalent de 8 avions de ce genre que nous avons perdu dans cet accident. Et c'est peut-être un rappel à plus de rigueur, plus de discipline et essayer de vraiment à chaque fois faire preuve de performance dans chaque chose que nous faisons, de rigueur dans le travail, dans la gestion de la sécurité des personnes et des biens. Et encore une fois, c'est une nouvelle vraiment très triste et on ne peut que compatir. Exactement. Et nous allons parler également des États-Unis, où de nouvelles écoles américaines inscrivent les fêtes musulmanes au calendrier scolaire. Donc lentement mais sûrement, l'inscription de 2 fêtes majeures de l'islam au calendrier scolaire fait son chemin aux États-Unis, ralliant à sa cause un nombre croissant d'écoles primaires, de collèges et de lycées, qui du Massachusetts au New Jersey, en passant par le Michigan et à présent le Connecticut, reconnaissent désormais l'Aïd el-Fitr et l'Aïd el-Adha, plus connu sous le nom de Aïd el-Kabir, qui est appelé Korité Tabaski en Afrique de l'Ouest, comme 2 grands rituels entrés dans l'usage américain et qui méritent à ce titre 2 jours fériés pour y être célébrés dignement. Donc le CAIR, l'influente association des relations américano-islamiques, qui fourmille d'idées pour contribuer efficacement à l'évolution des mentalités,
à l'image du petit guide pratique intitulé « Guide des pratiques religieuses islamiques », destiné au corps enseignant afin de créer les conditions d'un apprentissage positif pour les étudiants musulmans. Et c'est félicité de voir la liste des établissements scolaires incluant les fêtes islamiques s'allonger, avec les écoles publiques de la localité de New London, dans le Connecticut, dont les responsables ont récemment revu et corrigé leur agenda. C'est très bien, même si on sait que derrière, on ne va pas toujours voir le verre à moitié vide, mais on sait évidemment que ça va dans le sens, dans une logique géopolitique, du rapprochement aussi entre le pays initiateur de cette démarche religieuse, en l'occurrence l'Arabie Saoudite, et les États-Unis qui convergent de plus en plus ces dernières années dans une volonté de partenariat sur un bon nombre de sujets. Donc on sait que c'est lié, mais tant mieux pour les personnes qui auront la possibilité de fêter ce qu'il y a à fêter. Mais l'intéressant quand même, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de ne jamais oublier qu'il y a ce qu'on voit, et sans être dans une théorie du complot hystérique, il y a aussi ce qu'on ne voit pas derrière. Il y a des tractations qui sont derrière et qui ne sont pas toujours saines et qui ne sont pas toujours dans un domaine de spiritualité. Mais voilà, c'est quand même quelque chose de positif. Donc je vais terminer à l'une avec l'histoire des écoutes en France. La sortie fracassante de Sarkozy, jugée insupportable par François Hollande. Donc plaidoyer pro-domo et réquisitoire contre les juges s'inspirant des méthodes de la Stasi. La sortie fracassante de Nicolas Sarkozy à quelques jours des municipales lui a valu une pluie de réactions de l'exécutif, François Hollande en tête, au nom de la défense de l'institution judiciaire. Donc, réponse du président en conférence de presse à Bruxelles, communiqué du Premier ministre, commentaires de membres du gouvernement, les répliques vives ont fusé au plus haut niveau. Après l'attaque de chef de l'État contre les procédures judiciaires, le visant est d'abord des écoutes pour lesquelles il a évoqué les méthodes de la Stasi et allemande. Irresponsable, insupportable, Nicolas Sarkozy a essuyé divers qualificatifs. Donc des comparaisons avec Silvio Berlusconi, dont les mandats furent marqués à Rome par d'incessants démêlés judiciaires. Ça c'est l'ami de Kémy Séba. C'est sûr. C'est le premier à réagir. C'est des écoutes alors que c'en est un spécialiste. C'est l'arroseur arrosé. Voilà, c'est vraiment le retour du boomerang, comme dirait l'autre. C'est intéressant de remarquer qu'il y a un débat aussi en France sur la moralisation de la vie politique, débat que nous avons ici au Sénégal aussi. Et ces épisodes judiciaires en France nous font encore une fois réfléchir à la grande collusion entre le grand capital et la vie politique et ce capitalisme oligarchique qui place les personnes qu'il veut là où il veut pour la durée qu'il veut. Donc c'est une réflexion intéressante de voir qu'au Sénégal aussi nous avons ce même type de réflexion autour de l'indépendance de la justice et la moralisation de la vie politique, la traque des biens mal acquis. Donc c'est des problématiques que nous partageons avec d'autres zones du monde. Et Aliou, si tu me le permets, j'aimerais poser une petite question à mon voisin. Parce qu'en fait, voilà, est-ce que vous n'avez pas, parce que vous avez parlé de Davos et de Global Sherpa, est-ce que vous n'avez pas l'impression en fait d'être, excuse-moi du terme, dans la gueule du loup? Parce qu'en fait, vous m'avez, par loup, j'entends tout ce que vous m'avez énuméré, qui étaient réunis à cet ensemble-là. Vous m'avez parlé de Mark Zuckerberg, etc. Mais c'est des gens qui ont été instrumentalisés, c'est des gens qui ont été instrumentalisés très jeunes dans des mouvements qu'ils ne maîtrisaient pas à la base et qui sont devenus après une autre idéologie. Donc je pense que vous êtes sincère dans votre acte, c'est à louer. Mais bien sûr, est-ce que vous n'avez pas l'impression parfois de mener le combat, mais pas là où il faut? Parce qu'en fait, ce n'est pas un bon... Est-ce que vous avez l'impression que c'est le bon combat? Alors je dirais oui, c'est le bon combat parce que nous ne sommes pas engagés à 100% dans des activités de conférences internationales. Évidemment, nous sommes invités à des conférences où nous essayons de faire entendre une voix de la jeunesse africaine, où nous essayons de porter le combat pour l'émergence de l'Afrique, mais nous avons aussi des activités à l'échelle locale. Beaucoup d'activités notamment qui nous emmènent auprès des lycées, des universités pour parler aux jeunes, pour les conscientiser. Et je pense que c'est un peu cette connexion entre le local et le global qui permet de faire avancer les choses. Donc j'estime que non, nous ne sommes pas instrumentalisés et nous participons encore une fois à ces échanges avec beaucoup de lucidité en étant exigeants avec nous-mêmes par rapport à notre indépendance et continuer à œuvrer aussi bien au niveau local et global pour faire avancer notre pays et le continent. Donc nous, encore une fois, nous vous remercions d'être passés sur ce plateau. Nous allons recevoir en deuxième partie